Nous vivons dans un univers numérique, entouré de publicités numériques. Google, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, sont des entreprises publicitaires. La grande majorité de leurs revenus provient de la publicité. La publicité en ligne représente aujourd'hui 400 milliards de dollars, dépassant largement la publicité traditionnelle. Grâce à la récolte de données toujours plus nombreuses sur les internautes, ce système a dégagé des revenus exponentiels. Mais il a aussi une part sombre. Nous savons exactement où se trouvent ces personnes. Nous connaissons leur vrai nom, leur numéro de carte de crédit. Nous savons où elles ont voyagé. Imaginez, monsieur l'annonceur, tout ce que vous pouvez faire pour atteindre ces personnes. Mais les annonceurs traditionnels ne sont pas les seuls à profiter de cette puissance de ciblage des plateformes. Les escrocs dépensent des milliards en publicité chaque année. Ce ne sont pas des individus isolés qui mettent ces publicités en ligne. C'est tout un écosystème. Parfois, ce sont des publicités classiques. Parfois, ce sont des publicités sournoises et trompeuses qui cachent des arnaques. Parfois, elles nous volent au point de nous conduire à la ruine. Je ne pouvais pas respirer, pas manger, pas dormir. J'ai tout perdu. Ça détruit votre vie. Dramatique à l'échelle individuelle, les dangers de la publicité en ligne prennent une ampleur catastrophique lorsqu'ils touchent des milliers, voire des millions de personnes. La triste vérité, c'est que les réseaux sociaux ont découvert que prioriser les contenus de haine, désinformation, conflit et colère est très profitable. Car ces dernières années ont vu l'avènement d'un nouveau type d'escroquerie qui agit à un niveau collectif, la désinformation. Je pense que la crise de la désinformation est l'une des plus grandes menaces qui pèsent actuellement sur l'humanité. Les démocraties du monde entier sont menacées par la désinformation. La désinformation, c'est scotchant, c'est addictif. Et les entreprises qui monétisent ces contenus le voient comme une opportunité. Diffusez des mensonges, de la haine, et vous gagnerez de l'argent. La publicité en ligne est-elle devenue une machine en train de créer, hors de tout contrôle, une humanité sous influence? Tous les jours, nous acceptons sans trop réfléchir des conditions générales d'utilisation et des cookies. Nous donnons ainsi accès à nos données personnelles, à des sites, à des applications ou à des réseaux sociaux qu'ils utilisent pour nous proposer des publicités ciblant nos centres d'intérêt. Cet acte nous semble banal et inoffensif, mais cette publicité sur mesure est en réalité le résultat d'une véritable révolution provoquée par l'arrivée du numérique. Une révolution aux répercussions insoupçonnées. Avant le numérique, pour acheter de la publicité dans un magazine ou à la télévision, vous ou votre agence deviez vous adresser directement aux médias auxquels vous vouliez acheter un espace publicitaire. On appelait la régie publicitaire du journal qui vendait les espaces publicitaires. Ils vous demandaient quelle taille voulez-vous pour votre pub, quand voulez-vous qu'elle paraisse, et ils discutaient avec vous de tous les détails. Mais on est loin de tout ça maintenant. Dans les années 90, Internet s'est progressivement fait une place dans nos vies en nous offrant un espace de liberté et de partage. Rapidement, c'est devenu une exigence. Tout, sur le web, doit être accessible gratuitement. Et ce phénomène n'a fait que s'amplifier. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le piratage massif des vidéos et de la musique a amené les gens à penser « Je devrais pouvoir obtenir ma musique, mes vidéos et le reste gratuitement ». Les créateurs de contenu ont alors été forcés de trouver un modèle économique qui puisse fonctionner dans cet environnement. C'est donc naturellement la publicité qui s'est imposée. Quand Google a démarré, ils ne savaient pas que la publicité serait leur principal modèle économique. Au départ, il n'y avait pas de modèle économique pour Google. Ils ont perdu beaucoup d'argent pendant une très longue période. Pour vendre de la publicité, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas fonctionner avec une équipe commerciale, un groupe de personnes qui auraient répondu aux appels et placé les pubs sur le web. Parce que Google reçoit environ 99 000 recherches par seconde, des milliards de recherches par an. La seule façon de rendre le système extensible a été de se passer d'équipes humaines et de mettre en place un système basé sur les données et les algorithmes.
et qui évolue à la vitesse de l'éclair. On associe souvent la Silicon Valley à des programmateurs informatiques travaillant dans des garages, mais beaucoup de ceux qui se sont impliqués très tôt étaient d'anciens employés de Wall Street et d'anciens commerciaux dans la publicité. Ils ont travaillé avec beaucoup d'économistes et de personnes qui avaient une expérience à Wall Street ou conçu des marchés similaires. Mais au lieu de vendre des actions, des bananes ou des poitrines de porc, ils vendent de l'attention. Shares of Google, the company that makes the world's most popular internet search engine, went on sale to great fanfare today. Google has more than doubled its profits in the last year selling internet advertising. Ils ne s'attendaient pas à ce que la publicité soit le modèle économique de Google. Mais quand ils l'ont compris, ça a été une véritable mine d'or. Ils ont gagné tellement d'argent qu'ils sont passés d'un coup d'une start-up anonyme de la Silicon Valley à l'une des entreprises les plus riches du monde. They raised $1.7 billion in cash and made the stock of Google as valuable as General Motors. Le modèle proposé par Google a donc influencé beaucoup d'autres entreprises. Quand Facebook s'est lancé, ils n'ont pas eu à innover. Ils se sont juste dit, on n'a qu'à reprendre le business model de Google et l'adapter. Cette technologie publicitaire inédite a fait naître un tout nouveau territoire à conquérir pour le capitalisme moderne, celui de l'économie de l'attention. Aujourd'hui, vous n'achetez plus de l'espace dans un média. Vous achetez juste des paires d'yeux. La publicité en ligne a connu un tel succès qu'il est devenu très difficile de créer d'autres modèles économiques viables sur Internet. L'une des conséquences est qu'on s'attend à ce que tout soit gratuit sur Internet, parce que la publicité en a réduit le prix à zéro. Vous ne payez pas un centime pour utiliser Facebook. Vous ne payez pas un centime pour utiliser le moteur de recherche de Google. Comme on dit, si vous n'êtes pas le client, alors vous êtes le produit. We believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Les publicités que nous voyons en ligne cachent une histoire complexe. Qu'elles apparaissent sur un site ou qu'elles soient discrètement intégrées dans les fils de nos réseaux sociaux, la plupart de ces annonces commerciales sont le résultat d'une guerre secrète que les marques se livrent pour capter l'attention des internautes. Chaque fois que vous visitez un site web, les informations recueillies à votre sujet sont envoyées par ce site sur le marché ouvert des enchères. Les annonceurs qui voudraient toucher quelqu'un comme vous pourront voir ces informations ainsi que le site web sur lequel vous vous trouvez et faire une offre pour vous montrer une publicité. Ils rentrent des paramètres comme « Je veux toucher des hommes entre 25 et 35 ans qui pourraient être intéressés par l'achat d'une voiture et qui vivent à New York ». Le système est ensuite censé trouver ces personnes lorsqu'elles consultent des applications, des sites web ou des vidéos et leur présenter des publicités. C'est un processus d'enchère en temps réel, où de nombreux algorithmes représentant différents acheteurs d'espaces publicitaires disent « Je suis prêt à payer $1 pour cette personne. Je suis prêt à payer $2 pour cette personne. » Il s'agit littéralement d'un marché, où les gens font des offres concurrentielles pour la valeur de votre attention. Donc si je suis un consommateur de grande valeur pour lequel de nombreuses personnes veulent faire une offre, ça leur coûtera plus d'argent. Typiquement, l'achat d'espaces publicitaires pour toucher les détenteurs d'iPhone va coûter plus cher que pour les détenteurs d'Android, parce que les détenteurs d'iPhone ont tendance à avoir plus d'argent. Il est donc plus profitable d'essayer de capter leur attention. C'est un processus qui se déroule en un clin d'œil. On lance les enchères et le gagnant peut placer l'annonce et vous la montrer. Les systèmes gérés par Google et les systèmes gérés par Facebook fonctionnent à une échelle sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'enchères, d'offres et d'achats d'espaces publicitaires, à tout moment, dans la journée, la nuit, dans le monde entier. Mais le problème est que le système est tellement opaque, complexe et confus, même pour les personnes qui travaillent dans la publicité numérique, que personne ne sait vraiment ce qui se passe. C'est une situation absolument insensée. Environ 500 milliards de dollars sont échangés chaque année dans le secteur de la publicité numérique, et les gens ne comprennent pas où vont toutes les publicités et où va tout l'argent. Ce système automatisé complexe est l'axe central autour duquel s'est développé Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est peut-être un rêve pour les publicitaires,
Mais donner le contrôle à des algorithmes n'est pas anodin. En 2016, j'étais une sorte d'équipe marketing à moi toute seule. Je travaillais principalement en Europe à l'époque. Et mon patron m'a suggéré de lancer notre première campagne Google Ads. J'ai dit OK. Je suis allée sur le tableau de bord de Google Ads et j'ai lancé ma première campagne. J'espérais que mes annonces seraient diffusées sur CNN, le New York Times, le Washington Post par exemple. Mais quand je suis allée voir mes placements publicitaires, j'ai été surprise et choquée de ne rien voir de tout cela. J'ai vu tout un tas de sites dont je n'avais jamais entendu parler, toutes sortes de noms de domaines avec des noms bizarres, et je ne connaissais personne qui visitait ces sites. Je me suis dit que c'était étrange, mais aussi j'ai compris qu'on ne savait pas vraiment où vont nos publicités. Quelques mois plus tard, j'ai visité Breitbart.com pour la première fois. Breitbart, en 2016, était la plus grande source de désinformation aux États-Unis. Le site avait plus d'influence que Fox News et le Washington Post réunis. Il avait plus de followers sur Facebook, plus d'engagement. Il a joué un rôle énorme dans l'élection de Trump en 2016. La première chose que j'ai vue en visitant leur site web, ce sont des publicités. J'ai été assaillie par toutes ces marques et tous ces annonceurs. C'était des publicités qui me suivaient partout, des marques dont je suis cliente, que je connais bien. Et voir ces publicités à côté de ce type de contenu, je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Ces marques ne voulaient sûrement pas être là. Elles achetaient de l'espace publicitaire, comme je l'avais fait quelques mois auparavant, et elles ne vérifiaient probablement pas le placement de leurs annonces. En s'appuyant sur des algorithmes, ce fonctionnement déconnecte totalement les annonceurs des supports sur lesquels les publicités apparaissent. À cause de cette déconnexion, des médias comme Breitbart peuvent toucher des revenus de la publicité sans que les marques concernées s'en aperçoivent. La publicité en ligne est une machine à communiquer aveugle. Je me souviens, j'étais la seule personne dans la pièce et j'ai littéralement regardé à droite et à gauche. Je me suis demandé si j'étais vraiment la seule personne à voir ça. J'ai écrit un billet de blog ce jour-là. Marketeurs, allez tous bloquer Breitbart dans vos annonces Google. Si on le fait tous en même temps, on pourra mettre ce média en faillite. J'ai cofondé Sleeping Giant pour alerter les annonceurs de la présence de leur publicité sur ces sites web. Et nous avons commencé à envoyer des tweets aux entreprises avec des captures d'écran de leur propre publicité sur Breitbart et à leur demander si elles voulaient que leur publicité y figure. Et ce qui s'est passé, c'est que les marques répondaient presque instantanément. Elles revenaient vers nous quelques minutes plus tard en disant « On ne savait pas. Merci de nous avoir alertés. Nous allons l'exclure de nos achats de médias. » Notre campagne s'est développée très rapidement. Au fur et à mesure, nous avons pu contacter collectivement des milliers de marques. Breitbart a perdu 90% de ses recettes publicitaires au cours des 3 premiers mois de notre campagne. Ils étaient en passe de réaliser 8 millions de dollars de recettes publicitaires cette année-là. Et nous les avons privés de ces recettes. En quelques mois, d'autres comptes Sleeping Giant sont apparus. Des citoyens d'autres pays qui ont vu ce que nous faisions et ont réalisé qu'ils pouvaient probablement appliquer les mêmes méthodes à leur propre Breitbart local. Nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une initiative que nous pouvions porter à l'échelle mondiale. C'est l'emplacement de Google. C'est notre cible principale. Ok, j'ai l'impression qu'ici c'est super les gars. C'est un bon endroit, c'est parti.
Nous sommes à New York. C'est là que se déroule l'Adweek. Google est également présent à l'Adweek. C'est l'un des sponsors de l'événement. Nous essayons de convaincre Google d'arrêter de monétiser la désinformation et de rendre transparentes les données des sites sur lesquels ils publient des annonces. Vous êtes un annonceur? Découvrez où va l'argent de votre publicité. Il ne va pas là où vous pensez qu'il va. Le tableau Plinko, c'est un moyen amusant pour nous d'inciter les annonceurs à s'intéresser à cette question. Nous voulons qu'ils sachent que sans le savoir, ils financent désinformation et discours de haine. Ils mettent une pièce sur la planche et cela représente leur budget publicitaire. Ils attendent de voir où leur pièce atterrit. Va-t-elle atterrir sur un bon site web ou sur l'un de ces sites de désinformation qui diffusent des fake news sur le climat, les élections et d'autres choses néfastes? Nous espérons que cette action permettra de sensibiliser les annonceurs et qu'ils feront pression sur Google pour qu'ils prennent des mesures. Je crois qu'on peut remballer maintenant. L'automatisation de la publicité en ligne a des répercussions bien réelles. Son fonctionnement est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la désinformation. L'une des réalités des informations fausses et trompeuses aujourd'hui est qu'elles sont potentiellement plus rentables que jamais dans l'histoire. Parce qu'il est facile de se lancer dans le commerce de la désinformation. Quand on parle de l'économie de la désinformation, la plupart des gens pensent à Facebook, qui amplifie et monétise la désinformation. Mais les sites de désinformation ne gagnent pas d'argent sur Facebook. Ils gagnent de l'argent quand vous cliquez sur l'article sur Facebook et que vous vous rendez sur leur site web. C'est là qu'ils diffusent des publicités et c'est là qu'ils gagnent de l'argent. C'est là que se trouve leur gagne-pain. Ils peuvent créer des sites web, écrire leurs théories du complot et leurs articles de désinformation, puis recevoir des publicités Google sur leur site web. Et ce sont ces annonces Google qui leur remplissent les poches. On peut diviser Google en 3 parties. Google a un moteur de recherche qui propose des liens publicitaires dans les résultats en rapport avec votre recherche. Ensuite, il y a YouTube, qui est très important et qui va proposer des publicités ciblées qui apparaîtront avant une vidéo. Enfin, ce que la plupart des gens ignorent, c'est la plateforme publicitaire de Google qui affiche de la publicité sur d'autres sites web. Elle vous présentera cette publicité et reversera ensuite un peu d'argent à ce site de contenu. 90% des sites web qui diffusent de la publicité le font par l'intermédiaire de Google. Google et les autres sociétés de publicité font en sorte qu'il soit très difficile pour les marques de savoir exactement où leurs publicités apparaissent. Les annonceurs ne se rendent donc pas compte que leurs investissements publicitaires peuvent profiter à ces sites web qui diffusent de la désinformation. C'est comme ça que de grandes entreprises, de grandes marques se retrouvent à acheter de l'espace publicitaire sur des sites dont le contenu est lié au terrorisme, à la haine ou à la désinformation. Ça a créé tout un modèle économique permettant à des gens qui auparavant n'auraient jamais gagné d'argent grâce à la publicité, de gagner soudainement beaucoup d'argent de cette façon. Dans de nombreux pays, partout dans le monde, l'arrivée des Google Ads, des publicités en ligne, a été suivie d'une énorme prolifération de sites web dont le principal modèle économique repose sur des appels au clic haineux ou sur la diffusion de centaines d'histoires toxiques et incendiaires qui ciblent des groupes minoritaires et qu'ils monétisent ensuite par le biais de la publicité en ligne. Je pense que la crise de la désinformation est l'une des plus grandes menaces qui pèsent actuellement sur l'humanité. Les démocraties du monde entier sont menacées par la désinformation. L'une des choses les plus folles que nous ayons trouvées dans notre enquête sur les annonces Google, c'est un article affirmant que les vaccins contre la Covid-19 modifieront votre ADN. Cet article provient d'un site internet serbe. On y trouve des publicités pour Amazon Prime Video, Discovery Plus et pour Spotify Premium. Créer de la désinformation peut tout à fait être un métier. Et ce métier peut être rémunéré par certaines des plus grandes marques au monde grâce à Google. C'est une bonne affaire. Et ce qui est si extraordinaire dans ce système, c'est qu'il encourage les contenus de mauvaise qualité.
Pourquoi pensez-vous qu'il est si difficile pour le vrai journalisme de prospérer? La désinformation est en plein essor. Elle a rapporté plus de 3 milliards de dollars l'année dernière. Pendant ce temps, le journalisme subit des coupes sombres à l'échelle mondiale. Les recettes publicitaires des journaux ont diminué de moitié au cours des 5 dernières années. Il s'agit d'une crise dans laquelle nous voyons soudain le journalisme de qualité perdre en puissance et en revenus, et la désinformation prendre de l'ampleur. Ceux qui contrôlent la circulation des publicités, de l'argent et des données décident qui reçoit des revenus et qui n'en reçoit pas. Le problème avec les fake news, c'est qu'elles remplacent les informations fiables, utiles, bien documentées, les réflexions fondées sur des faits, les opinions réfléchies. C'est un véritable problème pour notre société. Ça nous rend plus stupides en tant que société. Ça affaiblit nos démocraties et nous transforme en une sorte d'idiocratie. Le piège à clic remplace la réflexion. Ce qui est nouveau avec le clickbait, c'est l'idée que vous avez besoin de cliquer sur le titre pour savoir ce qu'il y a derrière, parce que c'est comme ça que le média sera rémunéré. Quand vous écrivez un article pour un journal normal, le titre doit vous dire de quoi il parle. Le titre, idéalement, doit vous dire exactement ce que vous avez besoin de savoir, et ensuite vous lisez le reste de l'article pour le savoir. Le piège à clic fait exactement le contraire. Il fait en sorte de ne pas vous dire ce que vous avez besoin de savoir, de manière à ce que vous cliquiez dessus, pour généralement d'ailleurs être déçu. La prospérité de ces entreprises nécessite que les internautes passent énormément de temps sur leur site et leur réseau. Plus de temps, cela signifie plus de publicité vue, et plus de publicité vue, cela signifie plus d'argent. L'objectif est clair, capturer notre attention par tous les moyens. Les réseaux sociaux et l'Internet en général sont en concurrence pour notre attention avec le monde autour de nous. Et cette concurrence, ils sont en train de la gagner. Moi, une chose qui me frappe et qu'on peut tous observer, c'est quand vous prenez le métro ou un transport en commun, tout le monde est sur son téléphone. Et la seule raison pour laquelle on ne le remarque pas, c'est qu'on est nous-mêmes en train de regarder notre téléphone plutôt que de regarder ce que font les gens autour de nous. La concurrence de Facebook, ce n'est pas Twitter. La concurrence de Facebook, c'est passer du temps avec vos enfants, passer du temps avec votre femme, lire un livre. Ils ont besoin de garder vos yeux captifs pour pouvoir vous envoyer des publicités. Et l'une des choses qui fait que nos yeux restent accrochés au contenu d'un site, c'est la désinformation et la haine. Des états hyper émotionnels. Je m'appelle Imran Ahmed, je suis directeur général et fondateur du Centre de lutte contre la haine numérique. Notre organisation s'intéresse à l'architecture par laquelle la haine et la désinformation se propagent en ligne et à la manière dont elles affectent le monde réel. Nous cherchons les moyens de les contrer. Les algorithmes sélectionnent les contenus qui suscitent le plus de réactions, qui gardent les personnes connectées. Ils pensent que c'est là que se trouve l'argent. Je pense qu'au départ, il s'agissait d'un accident. C'était amoral, il n'y avait pas de morale. Ils ne choisissaient pas la désinformation ou la haine. Mais on en est maintenant au point où, si vous regardez les révélations faites par les lanceurs d'alerte, ou le travail que notre organisation a fait pour montrer qu'il y a des super diffuseurs de désinformation, leur inaction, leur incapacité à modifier les algorithmes, à changer leur modèle économique, c'est là que ça cesse d'être amoral et devient immoral. Tributes to the Labour MP Jo Cox, who's died after being stabbed and shot on a street in West Yorkshire. She was 41, married with 2 young children, and was elected to Parliament just over a year ago. Mon ami et collègue Jo Cox, qui était membre du Parlement, elle a été abattue, poignardée et battue à mort par un terroriste suprémaciste blanc, radicalisé en ligne en plein référendum sur le Brexit. Ça m'a brisé le cœur. De voir quelqu'un qui a été nourri de mensonges et de désinformation et qui a décidé qu'il était rationnel de tuer une jeune femme. Alors oui, c'est un combat vraiment personnel. Quand le type l'a tué, il a crié « Britain First », mort aux traîtres. Britain First a été le premier mouvement politique britannique à atteindre 1 million de likes sur Facebook. Et quand c'est arrivé, je me souviens que ma réaction a été de dire « On s'en fiche, ils ont 1 million de likes, de clics, nous avons des membres. » Et j'avais tort. J'avais tort.
Le lieu principal où les informations étaient partagées, où les gens décidaient des normes de comportement et d'attitude, où ils discutaient de ce qui est vrai ou pas, les faits, se déplaçaient vers ces espaces en ligne que nous ne comprenions pas. Nous avons conclu un pacte avec le diable. Le diable nous a dit « Je peux vous permettre de voir ce que font vos amis, d'être en contact avec votre famille pour que vous puissiez partager avec elle sans avoir à l'appeler, et cela rend les choses plus pratiques pour vous. » Et c'est par commodité que nous avons cédé nos données, notre attention. En 2016, quand j'ai dit aux gens que les préjudices en ligne causaient des préjudices dans la vie réelle, je me souviens d'avoir été traité comme si j'étais fou. Les gens se moquaient de moi, on me demandait « Oui, mais c'est en ligne, quel est l'impact dans le monde réel ?» Mais depuis le 6 janvier 2021, je pense que plus personne ne se pose la question. It's time that somebody did something about it. And Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our Constitution and for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now. Les algorithmes de Facebook ont amplifié le contenu nuisible qui a conduit au 6 janvier. Ils proposaient à des personnes qui étaient sensibles au discours sur le soi-disant vol de l'élection de rejoindre des groupes qui ont pu s'enflammer et croître en quelques heures jusqu'à des centaines de milliers grâce à leurs algorithmes et grâce à leur système de recommandation. Alors pourquoi cela arrive? Pourquoi en sommes-nous là? La triste vérité, c'est que les entreprises de réseaux sociaux ont découvert que donner la priorité à la haine, à la désinformation, au conflit et à la colère était très rentable. Cela maintient les utilisateurs captifs pour les exposer aux publicités. Nos recherches ont mis en évidence des utilisateurs néfastes, mais aussi les plateformes qui encouragent, amplifient et profitent de leurs actes néfastes. Avant l'insurrection et après l'insurrection, j'ai utilisé un profil Facebook factice qui n'a fait que rejoindre des groupes de milices et échanger avec des groupes extrémistes sur la plateforme. Après l'insurrection, Facebook a non seulement inséré dans mon fil d'actualité toute une série de fausses déclarations sur l'élection, mais il les a accompagnées de publicités pour du matériel de type équipement militaire. Des armures, des gilets pare-balles, des étuis pour armes à feu, des sites pour tirer avec plus de précision. C'est exactement le type d'équipement que Facebook a proposé aux utilisateurs dans le sillage du 6 janvier. Nous avons également examiné quel centre d'intérêt l'entreprise a utilisé pour cibler cette personne. Si vous allez sur votre profil Facebook, après de nombreuses étapes, vous pouvez découvrir les raisons pour lesquelles une publicité vous est montrée et quel centre d'intérêt ils ont ciblé. Et l'un des mots-clés pour ce profil était milice. Or, quelques mois plus tôt, en août 2020, Facebook avait annoncé publiquement qu'ils avaient banni les milices et les mouvements extrémistes nationaux de leur plateforme. Mais non seulement ces mouvements étaient actifs, mais ils constituaient une catégorie d'intérêt publicitaire à cibler pour que Facebook en tire profit. Vu de l'extérieur, l'algorithme de Facebook est monomaniaque et presque sociopathe. Il est conçu pour une seule chose, maximiser l'engagement, maximiser l'activité. Et il va trouver le contenu le plus efficace pour ça et le promouvoir. Dans de nombreux cas, on observe que les contenus choquants sont amplifiés, beaucoup plus qu'ils ne le seraient dans le monde réel. Et tout aussi important, dans le monde réel, beaucoup de ces discours choquants seraient immédiatement contredits. L'amplification algorithmique sépare le discours préjudiciable de sa contradiction, d'une manière systématique qu'on ne retrouve pas dans le monde réel.
Je suis Guillaume Chalot, j'ai fait une école d'ingénieur à Lille, puis une thèse en intelligence artificielle. J'ai été embauché par Google. On travaillait sur les recommandations de YouTube. Et on essayait de faire certaines recommandations, une stratégie A contre une stratégie B. Et on voyait si la stratégie de recommandation A de vidéo était plus efficace, c'est-à-dire qu'elle retenait l'utilisateur plus longtemps sur la plateforme que la stratégie B. Tout ce que nous faisons en ligne est examiné soigneusement par une intelligence artificielle. Chaque clic, chaque scroll, chaque pause, chaque minute des vidéos que nous regardons nourrit les algorithmes qui adaptent sur mesure les recommandations qui s'affichent sur nos écrans. J'ai fait un voyage en bus avec quelqu'un qui regardait des théories du complot après théories du complot. Il me disait, mais il y a tellement de vidéos comme ça, il y a tellement de vidéos qui disent la même chose que ça ne peut pas être faux. Et là, ce que j'ai compris, c'est que ce qui convainquait, ce n'était pas l'argumentaire dans ces vidéos, c'était la répétition de ces vidéos. Et la répétition de ces vidéos, c'était exactement ce qu'on essayait de faire à Google quand on essayait de lui faire regarder le plus de vidéos possible. Et donc, en fait, il était convaincu par le fonctionnement de l'algorithme lui-même. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je voie si c'est juste cette personne qui voit des théories du complot ou si c'est l'algorithme de YouTube qui recommande des théories du complot à tout le monde. En 2016, j'ai commencé à créer Algo Transparency. J'ai fait un robot qui va sur YouTube et qui suit les recommandations. Et ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, oui, l'algorithme de recommandation de YouTube avait une tendance à massivement recommander ces théories du complot parce qu'elles génèrent du temps de vue. Comme cette personne qui avait passé 6 heures à les regarder de suite, pour l'algorithme, c'est une mine d'or. Donc, il va essayer de promouvoir ce type de vidéo. Alors, dans mon travail à Google, j'ai essayé de proposer plusieurs systèmes de recommandation de contenu qui permettaient à l'utilisateur de découvrir des nouveaux contenus, de découvrir différents points de vue. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je proposais ça, et non seulement à chaque fois que je proposais ça, mais à chaque fois que d'autres ingénieurs à l'intérieur de Google proposaient ce type d'algorithme, Google n'était pas intéressé. Mon manager m'a dit « Attention, je ne continuerai pas à travailler là-dessus si j'étais toi ». Après, pendant 6 mois, j'ai suivi ses conseils, j'ai arrêté de faire ça. Et quand je me suis remis à travailler là-dessus, j'ai été licencié. Les théories du complot sont le fruit d'un phénomène psychologique appelé anxiété épistémique. C'est la sensation de ne pas connaître les réponses, mais aussi de ne pas savoir comment les trouver. Mais les théories du complot ne rassasient jamais l'anxiété épistémique. Elles ne comblent jamais cette soif désespérée de certitude. Et pour les entreprises qui monétisent ces contenus, elles y voient une opportunité. L'un de nos rapports de recherche, Malgorithme, a prouvé que si vous aimiez les théories du complot Covid, Instagram vous donnerait du QAnon. Vous nourrirez d'antisémitisme dans l'algorithme de recommandation. Parce que le réseau connaît le fonctionnement de notre cerveau, basé sur des milliards de clics, observant les données de milliards de personnes. Il connaissait ce phénomène psychologique. Il vous alimente constamment et pendant tout ce temps, vous cliquez, vous regardez, vous faites défiler, et tous les 3 posts, il y a une publicité. De l'argent. Tous les 3 posts, une autre publicité. Et c'est comme ça qu'on devient riche à 100 milliards de dollars en piratant nos cerveaux. Les pires tendances de notre cerveau. Imaginez que vous conduisez sur l'autoroute. Vous voyez que la circulation ralentit presque jusqu'à l'arrêt et en vous approchant, vous voyez qu'il y a eu un très grave accident. La voiture est sortie de la route, mais la circulation est ralentie parce que tout le monde freine pour voir ce qui s'est passé. C'est un accident de voiture, vous ne voulez pas regarder, mais vous ne pouvez pas détourner le regard. Maintenant, imaginez qu'il y a un tas de publicités qui surgissent autour de cet accident de voiture. C'est l'équivalent de ce qu'on voit avec ces publications extrêmes, nuisibles et souvent de désinformation sur la plateforme. Les internautes commentent,
réagissent avec un émoticône en colère ou un like, et toutes ces réactions ne font qu'accroître la valeur de la publication. Elles la font remonter dans les fils d'actualité des internautes et avec la publicité qui l'accompagne. Et quand vous faites une pause, que vous ralentissez et que vous regardez cela sur votre fil, non seulement vous allez recevoir des publicités autour de cette activité nuisible, mais cette activité va être poussée dans d'autres fils parce que la plateforme sait que vous ralentissez pour la regarder. C'est vraiment inquiétant de penser au nombre de personnes qui sont influencées par la combinaison de publicités et d'informations nuisibles qui leur sont proposées dans leur fil d'actualité. Le mauvais est plus fort que le bon. On est câblé en dur pour réagir plus fort aux stimuli négatifs qu'aux stimuli positifs. On est fait pour réagir plus fortement, pour des bonnes raisons que l'évolution a programmées. Donc que vont faire les sites web ou les médias sociaux qui veulent retenir notre attention? Ils vont jouer sur des stimuli négatifs. Ils vont jouer sur la peur, ils vont jouer sur la colère, ils vont jouer sur le scandale, ils vont jouer sur le dégoût. C'est la logique économique du réseau qui veut qu'on passe du temps dessus, de nous faire rentrer dans ces spirales de contenu négatif. Comme pour n'importe quel autre secteur d'activité, les entreprises de publicité en ligne doivent continuellement étendre leur portefeuille de clients. Et lorsque le recrutement arrive à saturation sur un marché, il faut alors explorer de nouveaux horizons. Mais pour que quelqu'un puisse utiliser un réseau social, il y a une condition première, il lui faut un accès à Internet. Des milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à Internet ou n'en ont pas les moyens. Mark Zuckerberg a donc eu l'idée de connecter les personnes qui n'ont pas accès à Internet. Facebook a lancé un programme appelé Internet.org dans des pays comme les Philippines, l'Indonésie ou le Brésil. Globalement, Facebook essayait de mettre en ligne le reste du monde en développement et s'est associé à des fournisseurs de téléphonie mobile dans différents pays pour offrir un accès à Facebook gratuit. Tout le monde pouvait donc utiliser ces plateformes Internet sans avoir à supporter des coûts de données très élevés. C'était révolutionnaire. Dans le cadre de ce plan, vous pouviez accéder gratuitement à Facebook et à une demi-douzaine d'applications. Par exemple, une application météo ou une application de recherche d'emploi et puis, bien sûr, d'autres applications Facebook comme Instagram, WhatsApp. Quand vous entendez l'expression « Facebook, c'est Internet », dans la plupart des pays du monde, c'est ce qu'ils veulent dire. Il n'y avait pas d'Internet en dehors de Facebook. C'était l'univers dans lequel les gens pouvaient faire des recherches. On ne pouvait pas aller sur Google pour savoir si quelque chose était vrai ou non. Quand vous associez ce pouvoir et cet Internet étroit à des populations numériquement analphabètes et à une abondance d'informations erronées et nuisibles qui ne sont pas modérées dans les langues étrangères, vous obtenez un désastre complet. Hello and welcome to Access Asia. Coming up, Amnesty International accuses Facebook of exacerbating human rights violations in Myanmar. It claims the social network proactively amplified anti-Rohingya content. Au Myanmar, Facebook ne disposait pas à l'époque de modérateurs parlant le birman. Ils ont lancé le programme de base gratuit Internet.org. De nombreuses personnes se sont connectées et des tonnes d'informations erronées et de discours haineux ont proliféré, appelant au lynchage et déclenchant un génocide. En fait, l'ONU a estimé que Facebook était en partie responsable de cette activité. Et vers 2015 ou 2016, Facebook a discrètement mis fin à ce programme au Myanmar. Mais ça a permis à Facebook de créer et de collecter des milliards de points de données supplémentaires sur le reste du monde et de diffuser des publicités partout, en particulier des publicités électorales dans des pays comme l'Inde, où certaines personnes n'avaient jamais été cartographiées ou n'avaient jamais été en ligne. Désormais, le gouvernement disposait de points de données sur de nouvelles personnes auxquelles il pouvait envoyer des publicités. Nous avons vu la même chose au Kenya, en Éthiopie, au Moyen-Orient, dans des pays comme l'Irak. Ça a eu des conséquences encore plus graves dans le monde réel. Ces programmes de base gratuits étaient essentiellement de l'Internet gratuit, mais la version Facebook d'Internet, qui est un paysage en ligne non modéré et rempli de désinformation.
onlinescape. Senator, what's happening in Myanmar is a terrible tragedy, and we need to do more. We all agree with that. Okay. But UN investigators have blamed, you blame Facebook for playing a role in their genocide. We all agree it's terrible. How can you dedicate, and will you dedicate, the resources to make sure such hate speech is taken down within 24 hours? Yes, we're working on this. And there are 3 specific things that we're doing. One is we're hiring dozens of more Burmese language content reviewers, because hate speech is very language specific. It's hard to do it without people who speak the local language, and we need to ramp up our effort there dramatically. Second is we're working with civil society in Myanmar to identify specific hate figures so we can take down their accounts rather than specific pieces of content. And third is we're standing up a product team to do specific product changes in Myanmar and other countries that may have similar issues in the future to prevent this from happening. Les géants des réseaux sociaux déclarent que des investissements majeurs sont faits pour identifier et empêcher la diffusion des discours de haine. Une combinaison de modérateurs humains et d'outils d'intelligence artificielle est déployée afin de monitorer le contenu des publications, qu'elles soient publicitaires ou non. Mais ces filtres sont-ils vraiment efficaces ? Ces 3 dernières années, nous avons enquêté sur la façon dont les entreprises de réseaux sociaux perpétuent des violations des droits de l'homme et sapent la démocratie dans le monde. Je ne pense pas que l'on puisse vraiment parler des droits de l'homme ou de quelques grandes questions qui affectent notre monde actuellement, sans se pencher sur la manière dont nous consommons et partageons l'information, car elle a un impact considérable. Nous avons commencé à étudier les élections au Kenya quelques mois avant qu'elles aient lieu. Nous nous sommes intéressés à ces élections parce qu'elles ont été très disputées et aussi parce que le Kenya a une triste histoire de violence avant et après les élections. Nous avons décidé d'étudier la capacité de ces plateformes à détecter les discours haineux. Nous avons étudié Facebook dans ce cas précis et testé des publicités incitant à la violence avant les élections en swahili et en anglais. Selon Meta, chaque publicité publiée sur Facebook fait l'objet d'un processus d'examen rigoureux à plusieurs niveaux avant d'être publiée. Cette analyse méticuleuse vise à garantir que les annonceurs respectent les règles et les normes communautaires de Meta. Entre autres, la plateforme interdit strictement l'inclusion de blasphèmes, de nudité excessive ou d'informations erronées dans les publicités. Il est très facile de publier des annonces sur les plateformes. Ils veulent que le plus grand nombre possible de personnes publient des annonces. Nous avons trouvé des exemples de discours haineux et de désinformation, puis nous les avons transformés en publicités très simples. Nous avons choisi un contenu vraiment horrible en nous disant que les plateformes n'allaient sûrement pas l'approuver. C'était tellement évident ou tellement extrême ou à un moment tellement crucial qu'on allait voir si les plateformes s'en préoccupaient réellement. Nous avons ensuite téléchargé ces messages publicitaires sur les plateformes et attendu de voir si elles approuvaient les annonces. Nous avons alors reçu des notifications nous informant que les annonces avaient été approuvées. Et là, notre cœur s'est serré, car c'était la preuve que même dans des contextes très dangereux, les plateformes continuent d'approuver des contenus qui incitent à la violence et qui pourraient mettre des vies en danger. Nous attendions à ce que les annonces en anglais soient rejetées et que les annonces en swahili soient approuvées. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Toutes les annonces ont été approuvées. Mais dans un premier temps, un certain nombre d'annonces en anglais ont été bloquées parce qu'elles contenaient des fautes d'orthographe. L'intelligence artificielle a donc été en mesure de les détecter. Une fois les fautes d'orthographe corrigées, toutes les annonces ont été approuvées. Nous avons ensuite contacté Facebook pour savoir ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. Ils ont dit que c'était une erreur, qu'ils n'auraient pas dû approuver ces annonces. Nous leur avons donc donné une nouvelle chance et nous avons testé d'autres publicités maintenant qu'ils avaient été alertés sur l'importance du risque.
C'était quelques semaines avant les élections, un moment où ils auraient dû mobiliser des ressources importantes pour la modération du contenu dans ce pays. Mais une fois de plus, toutes les publicités ont été immédiatement approuvées. Nous avions planifié une date de publication ultérieure, ce qui nous a permis de retirer les annonces juste avant qu'elles ne soient publiées. Car en tant qu'ONG de défense des droits de l'homme, nous ne voulons évidemment pas diffuser de discours haineux ou de désinformation. Nous savons que pour ce genre de contenu, la haine et l'organisation de violences commencent en ligne et se propagent extrêmement rapidement dans le monde réel. Nous l'avons vu après les élections américaines, nous l'avons également constaté au Brésil. Nous avons vu au Myanmar, en Éthiopie, des gens se faire littéralement tuer à cause de la haine qui avait commencé par se répandre en ligne. En menant des tests dans différentes langues et différents pays, les enquêtes de Global Witness ont révélé que les outils de modération de contenu ont souvent du mal à détecter les exemples les plus évidents de discours haineux. Si vous contactez une de ces sociétés, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ils répondront par un discours tout prêt sur leur politique de sécurité des marques des annonceurs et que tel ou tel contenu n'est pas autorisé sur leur plateforme. Ils utilisent ces mêmes déclarations encore et encore. Mais ce n'est pas parce qu'un contenu n'est pas autorisé qu'il n'existe pas, parce qu'ils n'appliquent pas leur politique. Et lorsqu'ils n'appliquent pas leur politique, les annonceurs sont menacés parce que leurs publicités sont affichées à côté de contenus préjudiciables. Les grandes entreprises technologiques appliquent des tactiques qu'elles ont apprises d'Exxon, de Philip Morris et de toutes les autres entreprises au comportement néfaste. Nier. C'est la première chose à faire. Tout d'abord, ils vont dire « Non, vous êtes sûr ? Je ne pense pas qu'il s'agisse de nos publicités. C'est probablement celle de quelqu'un d'autre. Elle a dû se faufiler. » Deuxièmement, détourner l'attention et dire « Le système des annonces automatisées est très compliqué. Nous ne savons vraiment pas comment ça fonctionne. » Troisièmement, retarder. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne peuvent plus nier l'existence d'un problème parce que même les professionnels de la lutte contre le terrorisme, les sénateurs, les députés, partout dans le monde nous contactent et nous disent « On sait qu'il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc maintenant, ils retardent. Et comment retarder ? Les relations publiques, la manipulation, les mensonges, un peu d'évitement. Ils prennent du temps pour répondre aux emails. Il faut des semaines pour obtenir une réponse. Vous voulez savoir pourquoi il y a un problème ? Parce que c'est rentable. Si ce n'était plus rentable, ils ne le feraient pas. Répandez des mensonges et de la haine et vous pourrez gagner de l'argent. Comme tu sais, on va publier la semaine prochaine un nouveau rapport sur les profits que Twitter tire de la haine et de la désinformation. On a calculé combien Twitter gagne grâce aux comptes qui diffusent des messages haineux à l'encontre de la communauté LGBTQ+. Donc, on a des exemples de publicités d'entreprises qui apparaissent à côté de ce contenu vraiment dangereux anti-trans et anti-LGBTQ+. Oui. Quelles entreprises ? On a identifié les publicités de 5 grandes marques, Fortune Magazine, Kindle, Disney, NBA et T-Mobile. Elles apparaissent à côté de contenus anti-LGBTQ+. C'est un petit nombre de comptes qui sont responsables de ces publications. Ils rapportent à Twitter 6,4 millions en recettes publicitaires. On espère que si on expose ça à un public plus large, ça aura des conséquences politiques, économiques et sociales pour la réputation de leur société. Le problème avec Elon Musk, c'est qu'il a désespérément besoin de revenus, et donc qu'il est prêt à accepter ce genre de rhétorique haineuse s'il peut en tirer de l'argent. Alors que de nombreuses organisations et annonceurs plaident pour un investissement accru dans la modération des contenus, les réseaux sociaux soulignent la nécessité de trouver un équilibre qui préserve la liberté d'expression. Des entreprises comme X, anciennement Twitter, affirment que leurs utilisateurs ont le droit de s'exprimer librement tant qu'ils restent dans le cadre de la loi. A good sign as to whether there is free speech is someone you don't like allowed to say something you don't like. And if that is the case, then we have free speech. And it's damn annoying when someone you don't like says something you don't like. That is a sign of a healthy, functioning free speech situation. Elon Musk s'est lancé dans une bataille juridique avec une ONG connue pour avoir critiqué X, anciennement Twitter. Que répondez-vous à l'avocat d'Elon Musk qui soutient que vous avez tort ?
La vérité, c'est qu'il cherche une raison de nous attaquer parce que nous savons que quand il a pris les rênes de Twitter, il a envoyé un signal aux racistes, aux misogynes, aux homophobes, aux antisémites en disant que Twitter était désormais une plateforme de liberté d'expression. Il les a accueillis à bras ouverts. Il a même rétabli des comptes qui avaient été suspendus pour avoir diffusé ce genre de choses. Et maintenant, il s'étonne que des gens puissent quantifier l'augmentation de la haine et de la désinformation sur sa plateforme. La raison pour laquelle Elon Musk est contrarié, c'est que le travail que nous avons fait pour montrer que la haine a explosé après qu'il a repris Twitter a conduit 50% des annonceurs à quitter la plateforme. En examinant les données, on a prouvé que ces utilisateurs déclenchent un raz-de-marée de haine et de désinformation effrayant. C'est devenu le principal vecteur de diffusion de la haine et de la désinformation en ligne. S'il me poursuit, c'est parce qu'il veut que j'aie peur de dire quoi que ce soit à son sujet. On est lancé dans un combat avec un type qui est dans l'escalade permanente. Donc, vous n'avez jamais regardé ce produit en ligne. Tout ce que vous avez fait, c'est le mentionner dans une conversation avec votre téléphone à proximité. Et comme par magie, en l'espace de quelques minutes, heures ou jours, une publicité pour cette marque précise vous est montrée et vous avez la chair de poule. La question est-ce que votre téléphone, Facebook, Google et d'autres sociétés de publicité vous écoutent pour cibler les publicités qui vous sont destinées? D'après toutes les recherches effectuées sur ce sujet, d'après tout ce qu'on a recueilli, la réponse est non. Ils ne vous écoutent pas pour cibler leur publicité sur vous. Et je sais que les gens refusent d'accepter ça et de le croire parce qu'il est arrivé que vous n'ayez jamais mentionné cette marque auparavant dans votre vie, ni vous ni votre ami, et tout à coup, elle est dans votre fil Instagram. Et ça semble effrayant et fou, un signe qu'il vous écoute. Mais aucune preuve n'a jamais été apportée pour confirmer que c'est bien ce qui se passe. Cette question a été étudiée en détail. La raison pour laquelle ça se produit est qu'ils ont tellement d'autres points de données sur vous que la probabilité que vous citiez cette marque dans une conversation est à peu près la même que celle de vous voir ciblé par une publicité pour cette marque. Ils disent que c'est juste qu'ils vous connaissent si bien, vous et vos amis, que vous êtes persuadés qu'ils vous écoutent. Les entreprises qui vivent de la publicité en ligne s'appuient sur les données de leurs utilisateurs pour attirer les annonceurs et gagner de l'argent. Cela a conduit à la création d'un tout nouveau marché basé sur la commercialisation de ces données. Des milliers d'entreprises rivalisent ainsi pour collecter, organiser et donner du sens aux quantités massives de données que nos appareils génèrent chaque jour. La vente de données, c'est une industrie mondiale. Si vous vivez dans un pays où il y a des smartphones, des applications mobiles, alors un courtier en données, sous une forme ou une autre, collecte ou va bientôt essayer de collecter des données sur vous. La difficulté de comprendre les courtiers en données réside dans le fait qu'ils sont très opaques. Ce n'est pas un secteur transparent. C'est pourquoi une partie de notre projet à l'université Duke consiste à acheter des données à ces courtiers pour les étudier. Vous pouvez leur acheter à peu près tout ce que vous voulez. Vous avez des listes de jeunes qui aiment les voitures rapides ou de retraités qui veulent faire une croisière. On peut trouver des données sur les chauffeurs routiers et les personnes qui font de l'exercice. Vous voulez atteindre les mères célibataires de 30 à 35 ans? Nous avons cette liste. Vous voulez toucher les personnes qui viennent d'obtenir leur diplôme universitaire et qui adorent le café? Nous avons aussi cette liste. Les courtiers en données vendent des informations démographiques. Identité ethno-raciale, religion, sexe, orientation sexuelle, état civil, nourriture préférée, localisation du téléphone, des lieux où les gens vont, font leurs courses et dorment la nuit. Si vous avez un smartphone à côté d'un autre smartphone sur une table de nuit 6 nuits par semaine et que la 7e nuit, il est à côté d'un autre téléphone, c'est peut-être le signe d'une liaison. Il y a toutes sortes de choses qui sont vraiment intimes dans la vie des gens et que vous pouvez découvrir. Si vous les observez manger, dormir, conduire, marcher et s'asseoir 24 heures par jour. Tout cela existe et c'est beaucoup moins cher que la plupart d'entre nous n'imaginent.
En 2023, notre équipe à Duke a publié une étude signée par Johan Kim sur les courtiers en données et la vente de données de santé mentale. Cette étudiante a contacté quelques dizaines de ces entreprises pour leur demander d'acheter des informations sur des personnes souffrant de dépression, d'anxiété ou de différents troubles mentaux. Nous voulions vérifier ce qu'on peut acheter. Si je suis un annonceur, un escroc, une société pharmaceutique et que je souhaite acheter des données sur les problèmes de santé mentale des gens, est-ce que je peux le faire? Où puis-je les obtenir? Combien ça coûte? Et ce qu'elle a trouvé est assez troublant. Une douzaine d'entreprises lui ont proposé de lui vendre des données sur les personnes souffrant de troubles mentaux ou sur des personnes souffrant de dépression, les prescriptions spécifiques qu'elles pourraient prendre pour la dépression. Est-ce qu'elles ont un trouble bipolaire ou un trouble obsessionnel compulsif? Est-ce quelqu'un qui souffre non seulement d'anxiété, mais d'un type particulier d'anxiété? Chaque fois que notre équipe a demandé à acheter des données à des courtiers, ils ont essayé de nous en vendre plus. Donc vous dites « Je veux acheter des données sur la santé mentale » et eux vous répondent « Très bien, et nous avons aussi des données sur l'identité ethno-raciale, l'âge, le revenu net, le code postal et le nombre d'enfants à la maison. » On l'a constaté dans l'étude sur la santé mentale. Outre le type d'anxiété d'une personne ou l'antidépresseur qu'elle prend, vous pouvez également obtenir des informations sur ses finances, son lieu de résidence, ses caractéristiques démographiques et regrouper le tout dans un ensemble. Tous ces éléments donnent un aperçu très précis d'une personne sans qu'elle le sache. Souvent, ces courtiers qui nous ont vendu des données très sensibles sur des personnes ne nous ont même pas demandé qui nous étions. Ils ne nous ont pas demandé ce que nous faisions avec ces données, pourquoi nous les voulions, pas de questions sur nos intentions. Ils nous demandent juste une adresse mail et une carte de crédit et ça suffit pour qu'ils envoient un fichier Excel contenant des informations sur les gens. On peut acheter des données sur l'état de santé des gens pour 10, 20 ou 30 cents par personne. Si je choisis une ville et que je veux acheter des données sur tout ce que les courtiers en données ont sur les habitants de cette ville, je peux ne dépenser que quelques centaines ou quelques milliers de dollars pour un ensemble de données. L'objectif de l'exploitation de toutes ces données qui nous concernent est de rendre la publicité numérique plus efficace en affichant des annonces qui vont nous toucher. Mais ce système de surveillance de fait peut aussi conduire à l'exposition publique d'informations personnelles, même quand nous nous y attendons le moins. J'ai beaucoup enquêté sur la façon dont les gouvernements utilisent les données publicitaires. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à l'impact de la diffusion et de la vente de ce type de données sur la vie privée des citoyens. J'ai notamment enquêté sur une société publicitaire appelée Near Intelligence. Are consumers flying or driving on vacation? Are they staying in hotels, campgrounds, or a friend's home? Are they shopping online, in-store, or both? Are they eating in or out? That's where Near comes in. We are the data storytellers. Near est une société indienne spécialisée dans l'analyse de données. C'est l'une des nombreuses entreprises qui vendent à leurs clients des données sur les déplacements des téléphones. Near possède des données sur plus d'1 milliard d'appareils. Parmi leurs clients, des centaines et des centaines d'entreprises publicitaires utilisent les données de Near pour comprendre les mouvements des appareils ou les intérêts des consommateurs et cibler leur publicité en fonction de leur situation géographique sur la planète. Le géorepérage est une technique publicitaire courante. Elle consiste à tracer des lignes invisibles sur une carte et à voir quels appareils apparaissent à l'intérieur de ces lignes. Donc si vous essayez de toucher les amateurs de pizza, vous pouvez géorepérer une pizzeria. Si vous essayez d'atteindre des lycéens, vous pouvez géorepérer un lycée. Si vous essayez d'atteindre des pratiquants religieux, vous pouvez géorepérer une mosquée ou une église. Il s'agit donc essentiellement d'une clôture invisible que vous dessinez autour d'un point sur la Terre et qui vous permet de voir quel téléphone se situe à l'intérieur de cette zone. Near possède des données qui peuvent vous aider à faire ça. Et en menant ce type d'enquête sur Near, j'ai commencé à entendre des personnes proches de l'entreprise
parlaient d'une campagne publicitaire menée à l'aide de leurs données par un groupe conservateur du Wisconsin. Veritas Society, c'est un groupe conservateur anti-avortement qui vise à convaincre les femmes qui envisagent d'avorter de ne pas le faire. En l'occurrence, Veritas souhaitait diffuser des publicités numériques. Et le meilleur moyen d'atteindre ces personnes, c'était de savoir qui se rendait dans les cliniques pratiquant l'interruption volontaire de grossesse. C'est là que le fournisseur de données NIR intervenait. Ce sont eux dont les outils et les données ont été utilisés pour cibler cette campagne particulière. Dans ce cas précis, leur technologie a permis de dessiner des barrières virtuelles autour des centres d'IVG et des parkings situés à proximité de ces centres. Donc les femmes qui se rendaient dans ces cliniques, en se garant sur le parking, franchissaient cette barrière invisible tracée autour des cliniques avec l'outil de NIR, le vendeur de données. À ce moment-là, Veritas les enregistrait comme ayant visité cet endroit et créait ce qu'on appelle un public. Dans une ancienne version archivée du site web de Veritas Society, ses responsables expliquent en détail comment ils ont mené cette campagne. On peut y lire, je cite, « En utilisant notre technologie numérique de pointe, également connue sous le nom de polygonage, nous localisons et nous identifions les téléphones portables des femmes qui se rendent dans les centres d'IVG et dans d'autres lieux similaires. Nous contactons ensuite ces femmes sur des applications, des réseaux sociaux et des sites web tels que Facebook, Instagram et Snapchat, avec du contenu et des messages pro-vie. Il s'agit donc d'une quantité impressionnante de données qu'ils utilisent pour cibler les internautes. Tout ça est dû à la façon dont la technologie publicitaire est conçue pour collecter ce type de données et nous proposer des publicités. Imaginez que vous êtes une femme qui a visité l'une de ces cliniques spécialisées dans l'IVG. Si vous avez été repéré par cette campagne publicitaire, alors, dans les heures et les jours qui suivent votre sortie de la clinique, en faisant défiler Instagram, en étant sur Snapchat, sur Facebook, vous pourriez commencer à voir des publicités vous disant que vous avez encore une chance d'arrêter la procédure d'avortement. Ces publicités diraient quelque chose comme « Vous avez pris la première pilule à la clinique ? Il n'est peut-être pas trop tard pour sauver votre grossesse. » Et pendant les 30 jours qui suivent le repérage de votre téléphone dans la clinique, des messages pro-vie continueraient de vous poursuivre sur le web. NIR, le courtier en données, a des politiques contre le géorepérage des lieux sensibles. À un moment, ils ont découvert que Veritas Society avait tracé des barrières virtuelles ou des polygones autour des centres d'IVG. Et ils leur ont dit que ce n'était pas une utilisation appropriée des données de NIR. Et ils ont mis fin à cette campagne publicitaire. La campagne de la société Veritas a duré 2 ans, diffusant plus de 14 millions de publicités sans que NIR ou les plateformes qui les hébergeaient s'en aperçoivent. Contactée, Meta, la société mère d'Instagram et de Facebook, a répondu que les publicités avaient été indûment déclarées apolitiques, alors qu'un contenu concernant l'avortement aurait dû être déclaré comme une publicité politique. C'est une version 21e siècle, des manifestants qui se tiennent devant les lieux pratiquant l'IVG avec des pancartes. Dans ce cas, la technologie a été utilisée pour cibler les personnes cherchant à interrompre leur grossesse. Mais elle pourrait tout aussi bien être utilisée pour d'autres choses. Les données sont là, et les groupes de tout le spectre politique peuvent les utiliser comme bon leur semble. Grâce aux données partagées par nos appareils, les plateformes ont poussé leur capacité de ciblage à un niveau de précision jamais atteint auparavant. Mais cette puissance de ciblage ne suscite pas seulement l'intérêt des annonceurs traditionnels. L'une des promesses de la publicité programmatique est que vous pouvez cibler les gens où qu'ils se trouvent sur Internet. Si la personne qui correspond exactement à votre cible est là, sur tel site ou telle application, vous pouvez l'atteindre. Mais il y a toujours un inconvénient, à savoir que si vous êtes un escroc, si vous êtes une personne qui essaie malicieusement de cibler les gens, alors ces mêmes puissantes capacités de ciblage pour déterminer le type exact de personne qui va cliquer sur cette annonce et payer pour votre produit ou donner son numéro de carte de crédit sont également à la disposition des escrocs.
La publicité numérique a révolutionné l'escroquerie. Elle a permis aux escrocs d'agir à grande échelle. Ils peuvent diffuser un grand nombre de publicités, les tester, voir quels messages, souvent de fausses affirmations sur des célébrités par exemple, trouvent le plus d'écho auprès des habitants d'un certain pays et optimiser leurs messages pour voler le plus d'argent possible. Le scénario consistant à créer un système opaque et complexe avec un ciblage précis est donc un rêve d'escroc devenu réalité. En 2019, j'ai vu une publicité sur Facebook. Elle semblait provenir d'un journal suédois. C'était une photo de 2 célébrités suédoises. Elle promettait que si vous investissiez 250 €, votre mise augmenterait. J'avais déjà vu ce genre de publicité auparavant, mais cette fois-ci, j'ai cliqué sur le lien. Dans le monde en ligne, les publicités numériques ne tiennent pas toujours leurs promesses. Ce qui semble trop beau pour être vrai peut même avoir des conséquences catastrophiques. Je m'appelle Eric van den Berg, je suis un journaliste néerlandais et je fais des enquêtes et des reportages sur la technologie. Je pense que, comme la plupart des gens, j'ai vu ces publicités en ligne très souvent. L'une des plus courantes, c'est « Le Bitcoin rend les célébrités encore plus riches ». Je me suis dit qu'il s'agissait d'une histoire intéressante. J'ai donc commencé à enquêter pour savoir qui se cachait vraiment derrière ces annonces. J'ai visité les forums en ligne où se retrouvent les personnes qui font ce genre de choses et je me suis fait passer pour quelqu'un qui souhaitait travailler pour eux afin de gagner un peu d'argent. Il n'a pas été très difficile de les joindre. Ils sont toujours à la recherche de nouvelles personnes pour faire leur sale boulot et diffuser ces publicités pour des arnaques sur les réseaux sociaux. Je les ai contactés et nous avons échangé nos coordonnées Skype. Ensuite, j'ai reçu un appel et au bout du fil se trouvait un certain Vladislav. Il parlait très bien l'anglais. Il était basé à Kiev. Il m'a dit « Ok, je vais vous envoyer un kit complet ». Et il m'a envoyé un dossier compressé. Il contenait au total 48 articles bidons, ciblant 11 marchés différents. L'idée était que je les diffuse sur les réseaux sociaux et qu'à chaque fois que je réussirais à accrocher quelqu'un qui donnerait ses informations de carte de crédit, je serais payé $600. Les arnaques numériques sont souvent déclinées dans plusieurs langues et adaptées à des marchés spécifiques. Les habitants de chaque pays voient des publicités avec des célébrités qui les concernent. Et les capacités de ciblage avancées des plateformes donnent aux escrocs les moyens de se concentrer sur les personnes les plus vulnérables. L'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne, c'est que la publicité numérique est très bon marché. Si vous ciblez 1 million de personnes, il y en aura toujours quelques-unes dans ce groupe qui tomberont dans le piège de cette escroquerie. C'est la raison de son succès. Supposons que vous ne sachiez pas identifier ces publicités pour des arnaques. Vous parcourez votre fil d'actualité Facebook et tout à coup, vous voyez une personne célèbre de votre pays qui apparemment a fait un investissement fou et est devenue encore plus riche. Vous vous dites, c'est intéressant, je vais cliquer dessus. Là, vous arrivez sur un site où on vous demande de fournir vos données personnelles, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique. Une fois que vous avez fait ça, quelqu'un vous appelle et essaie de vous intéresser à un investissement en Bitcoin. Je pense qu'il a fallu 3 ou 4 heures avant que je reçoive un appel téléphonique d'un homme. Il m'a expliqué qu'il travaillait en collaboration avec les banques et que pour investir, je pouvais obtenir des prêts pour une durée de 2 mois. Il m'a dit que je pouvais m'attendre à recevoir beaucoup d'argent. Il a commencé à m'appeler plusieurs fois par jour pour me dire que nous avions du travail à faire pour obtenir ces prêts auprès des banques. J'étais stressée, mais je ne me suis pas inquiétée. Je le croyais fermement. J'étais convaincue. Je n'avais jamais eu d'incident bancaire. J'ai donc obtenu facilement de nombreux prêts. Je pouvais voir mon compte sur leur plateforme.
L'argent augmentait chaque jour. Il montait, montait. C'était beaucoup d'argent. Mais tout à coup, mon compte est passé de plusieurs millions à zéro. Tout avait disparu. J'avais investi 360 000 € et j'ai tout perdu. L'un des grands problèmes est qu'il devient très difficile pour un consommateur qui navigue sur Internet de faire la différence entre une publicité pour une arnaque et une publicité authentique. Il est très facile pour les escrocs d'utiliser la publicité numérique. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est payer pour qu'une publicité soit placée sur une plateforme et, faute de régulation ou de contrôle suffisant sur ces plateformes, n'importe quel délinquant peut finalement créer une publicité frauduleuse qui encouragera les consommateurs à s'engager avec lui, puis la placer n'importe où sur Internet pour que tout le monde la voie. Faux sites de vente, escroquerie à l'investissement, vol d'informations bancaires. Dans le monde entier, les services de police spécialisés dans la cybercriminalité sont inondés de rapports de victimes d'arnaques en ligne. Le problème a pris des proportions tellement alarmantes que le FBI, dans un message d'intérêt public, conseille aux internautes d'utiliser un bloqueur de publicité. Si vous êtes pris en train de diffuser ces publicités sur Facebook, la sanction est la suppression de votre compte. Mais vous pouvez toujours recommencer à zéro et réessayer. Nous continuons à avoir des publicités pour des arnaques en permanence. Même quand nous signalons ces publicités aux plateformes, elles disparaissent brièvement et très rapidement, une autre réapparaît à leur place. C'est une industrie. Ces personnes dépensent des milliards en publicité chaque année. Ce ne sont pas des individus isolés qui mettent ces publicités en ligne. C'est un écosystème. Parfois, ces publicités douteuses n'apparaissent pas seulement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les voir par exemple sur le site web de votre quotidien. Elles ont été vues sur le site du Monde, de Der Spiegel ou encore du New York Times. On les voit sur des sites d'information grand public et fiables. Ces médias ne peuvent rien y faire car ils n'ont aucun contrôle sur les annonceurs qui placent des publicités sur leur site. Mais nous voyons un grand nombre de publicités qui semblent être des articles d'actualité légitimes et qui, quand vous cliquez dessus, sont en fait là pour essayer de récolter des informations sur vous, pour vous encourager à investir ou à partager des détails sur vous ou vos moyens de paiement. Ces escrocs payent Google et Facebook. Les intérêts financiers des grandes entreprises technologiques vont donc à l'encontre d'un contrôle trop strict. Ces réseaux font des choses pour retirer ces publicités. Ce n'est pas comme s'ils laissaient faire. Mais on peut se demander s'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Nous sommes convaincus que les plateformes peuvent contrôler ce flot de publicités pour des arnaques. Elles suppriment les publicités si elles sont signalées, mais ça n'empêche pas ces publicités de continuer d'être montrées aux consommateurs. Et c'est là que le bât blesse. Nous entendons parler de personnes qui subissent d'énormes conséquences psychologiques. Certaines personnes ont dit qu'elles pensaient au suicide à cause de ces escroqueries. Elles ne peuvent pas dormir la nuit, elles font des cauchemars. Beaucoup nous ont dit qu'elles se sentaient idiotes, stupides ou honteuses. Je ne pouvais plus respirer, plus manger, plus dormir. C'était dévastateur. J'avais une avocate. Elle m'a dit, Inger, vous devez vous préparer à perdre votre maison. Je me suis dit, non, non, c'est hors de question. Je ne vais pas quitter ma maison. Mais personne ne comprenait ma situation. Alors j'ai dû me résoudre à leur laisser ma maison. C'était horrible. Lorsque j'ai enlevé les photos de mes petits-enfants du mur, ça détruit votre vie.
Que ce soit au niveau individuel ou collectif, la question se pose de savoir comment prévenir les dangers créés par la publicité en ligne. En Europe, un nouveau cadre légal se profile à l'horizon, le Digital Services Act, ou Règlement sur les services numériques. Son objectif est de créer un espace numérique plus sûr en s'attaquant aux contenus illégaux, à la désinformation et aux activités en ligne préjudiciables. C'est fait. Nous avons obtenu l'accord politique pour le règlement sur les services numériques. C'est désormais une réalité. La démocratie est de retour pour nous aider à obtenir nos droits et être en sécurité lorsque nous sommes en ligne. The European Commission wants to put order into the digital economy. Big tech firms are firmly in the spotlight. Que ce soit dans la rue ou sur nos écrans, nous devrions pouvoir faire nos achats en toute sécurité. Que nous tournions des pages ou que nous fassions défiler des pages, nous devrions pouvoir choisir et faire confiance aux informations que nous lisons. Beaucoup de choses sont illégales dans notre société. Vous ne pouvez pas vous tenir devant l'hôtel de ville et distribuer de la pornographie enfantine. Mais ce n'est pas la même chose en ligne. Qui est chargé de surveiller la place publique lorsque vous êtes en ligne ? L'objectif du règlement sur les services numériques est donc de s'assurer que ce qui est illégal hors ligne l'est aussi en ligne et soit traité comme tel. Les entreprises technologiques font ce que les industries ont toujours fait avec la réglementation. C'est-à-dire qu'au début, elles s'y opposent complètement. Elles ne veulent pas de réglementation. Elles prônent l'autorégulation, vous voyez ? C'est le scénario idéal pour elles. On ne leur impose aucun coût, elles sont seules responsables et elles sont censées bien traiter nos données. Puis dès qu'elles se rendent compte que la réglementation arrive, elles changent leur fusil d'épaule. Elles disent alors qu'elles adorent la réglementation. Les grandes entreprises technologiques nous ont demandé d'adopter une réglementation. Mais lorsque nous en proposons une, ils veulent une autre version, quelque chose d'autre qui ne serait pas pour tout de suite. Si vous dites « Moi, Facebook, j'adore la loi sur la protection de la vie privée », ça vous donne du crédit. Les régulateurs font pression pour plus de contrôle. Et les entreprises font vraiment beaucoup de lobbying pour empêcher ce genre de contrôle. Les consommateurs peuvent se plaindre par écrit, les familles peuvent faire savoir qu'elles ont été victimes d'une escroquerie, mais il faut le faire suffisamment fort pour faire face aux millions de dollars investis par les entreprises pour tenter d'empêcher ce type de réglementation de voir le jour. Qu'est-ce que vous allez faire ? Arrêter d'utiliser Google ? Arrêter d'utiliser Facebook ? C'est le problème avec ces grandes entreprises, il n'y a pas de concurrence, elles s'emparent du marché. Facebook avait un concurrent, Instagram, ils l'ont acheté. Un concurrent, WhatsApp, ils l'ont acheté. Vous allez faire quoi ? Utiliser Yahoo à nouveau ? Avec la réglementation européenne qui se met en place, Bruxelles devient un champ de bataille crucial. Les militants et les géants d'Internet savent que les résultats obtenus ici pourraient donner le ton à de nouvelles règles dans le monde entier. On a un programme assez chargé. Demain, je crois qu'on a 4 réunions consécutives et ensuite on doit animer un webinaire. Ils nous ont demandé de parler longuement du rapport Toxic Twitter qu'on vient de publier. Ils sont très intéressés par la façon dont on a calculé comment Twitter gagne de l'argent grâce aux publicités qui entourent les publications de désinformation. Les recherches que nous avons menées, qui prouvent que Twitter tire profit de la haine et de la désinformation, ne pourront peut-être pas être reproduites à l'avenir. Parce que Twitter s'efforce rapidement de devenir une plateforme plus opaque et moins transparente. Et à moins que l'Union européenne n'impose la transparence, nous serons inutiles. Nous ne pourrons plus faire notre travail, personne ne pourra les surveiller. Prenez la réglementation sur les services numériques. Le travail des régulateurs consiste maintenant à élaborer les meilleures réglementations possibles pour établir clairement ce qu'ils vont tolérer ou pas, puis à les faire appliquer. Les plateformes le savent, c'est pourquoi elles ont massivement augmenté leurs dépenses en Europe au cours de l'année écoulée. Parmi les 5 entreprises qui dépensent le plus d'argent à Bruxelles pour faire du lobbying, 4 sont aujourd'hui des grandes entreprises technologiques. Amazon, Facebook, Google, TikTok. Elles dépensent sans compter en Europe parce qu'elles veulent protéger leurs entreprises en corrompant le processus d'élaboration des réglementations. Je crains à présent que notre travail ne s'arrête jamais parce que nous devrons être ceux qui surveillent les régulateurs, qui gardent les gardiens. Nous devrons nous assurer que ceux qui sont censés veiller à l'intérêt public le font réellement.
2016 est en quelque sorte le point de rupture entre mon ancienne carrière de spécialiste du marketing et le moment où j'ai découvert pour la première fois que des publicités apparaissaient sur Breitbart. Et depuis, je n'ai jamais arrêté le combat. Le problème n'est toujours pas résolu. J'ai donc réorganisé toute ma carrière pour lutter contre ce problème. Suivre Breitbart au cours de ces dernières années nous a permis de mieux comprendre comment les sites néfastes travaillent. Et nous avons été en mesure d'accroître notre impact d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. L'industrie de la technologie publicitaire est appelée à devenir la deuxième plus grande industrie criminelle après le trafic international de drogue. Ce sera un tsunami de désinformation. La crise de la désinformation est grave et cela semble très effrayant. Mais je pense que la raison d'espérer est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de société, ni d'un problème politique, ni même d'un problème de sécurité communautaire. Il s'agit ici d'un problème économique. L'industrie de la publicité contrôle notre monde autant, sinon plus que notre gouvernement à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas du tout impuissant. Tout ce système a été construit pour vous, afin de vous atteindre, de se mettre en relation avec vous. Par conséquent, si vous, en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, vous vous adressez à l'annonceur et vous lui dites que ça ne fonctionne pas, que ça a en fait l'effet inverse pour vous, alors il n'y a rien de plus important dans ce monde pour l'annonceur que de corriger ce problème. C'est comme ça qu'on crée le changement. L'argent qui finance Internet a le pouvoir de changer le monde en bien ou en mal. L'argent, qui pour l'instant fait partie du problème, pourrait donc faire partie de la solution, si les annonceurs commençaient à faire plus attention à la destination de leur argent. Des journaux comme le Daily Mail ou des sites web comme Breitbart peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais le reste d'entre nous a également le droit à la liberté d'expression. Et nous avons le droit de dire « pas avec mon argent ». Nous savons qu'il y a un problème, mais nous ne savons pas lequel. Et nous sommes en quelque sorte terrifiés. Nous sommes allongés dans notre lit, nous nous couvrons les yeux avec la couette et nous nous disons « il y a un monstre, mais je ne sais pas ce que c'est ». C'est vraiment important qu'à un moment donné, nous ayons le courage d'enlever cette couette et de comprendre ce qui est à l'origine de ces bruits, ce qui nous fait si peur et d'y faire face. Nous devons construire un mouvement. Ça ne s'arrangera que si on s'y met. Nous dépendons de ces plateformes technologiques. Nous sommes dépendants de ces systèmes publicitaires. Les approches qui suggèrent que nous pouvons simplement éteindre nos appareils et nous déconnecter ignorent vraiment à quel point leur usage est enraciné. Nous en avons besoin pour travailler, nous en avons besoin pour demander des prêts, pour effectuer des opérations bancaires et pour accéder à des informations médicales, donc les avantages et les inconvénients sont étroitement liés. On doit trouver comment obtenir les avantages que l'on attend de ces outils, tout en s'assurant que l'on ne porte pas préjudice aux personnes et à la société. Nous ne sommes pas hostiles à la technologie. J'utilise toutes ces plateformes. J'utilise cette technologie. Mais de la même manière que je ne veux pas que mes vêtements ou mes chaussures soient fabriqués dans des ateliers clandestins, je ne veux pas que les plateformes technologiques que j'utilise pour communiquer avec ma famille et sur lesquelles je compte soient, vous savez, des acteurs nuisibles dans l'écosystème socioculturel au sens large. Les sondages d'opinion ont montré à maintes reprises que les citoyens ordinaires du monde entier souhaitent que la technologie soit responsabilisée. Parce qu'ils ne veulent pas qu'Internet soit un endroit effrayant et nuisible. Ils ne veulent pas de publicité pour des arnaques. Ils ne veulent pas de contenu qui les font se sentir en danger. En fin de compte, la motivation financière des escrocs, des désinformateurs et d'un large éventail de personnes malveillantes en ligne, cette motivation financière, c'est ce qui les pousse à faire ce métier. Donc, tant que les grands acteurs du marché ne seront pas disposés à faire preuve de transparence dans leurs activités, le système restera toujours une boîte noire et obscure. Et pourtant, 500 milliards de dollars y transitent chaque année. Le système économique de la publicité numérique a complètement changé le monde en ligne. Ce faisant, il nous a également changés, en tant qu'individus et en tant que société. Serons-nous capables de changer ce système à notre tour ? Et vous, quel type de publicité vous voyez ? Je reçois des publicités pour
Soyons honnêtes, des pulls en cachemire, parce que l'algorithme sait que je passe beaucoup trop de temps sur des sites web qui vendent des pulls en cachemire. Je vois des publicités pour la vie en plein air. Je n'ai pas vraiment de vie en plein air, je travaille beaucoup, mais je rêve d'une vie en plein air. Et je pense que ça a été repéré. J'ai juste acheté un pommeau de douche après une pub Facebook. Et il marche toujours ? Oui, il est très bien, je suis très content. Mais c'est une chose en échange de centaines d'heures perdues, souvent à regarder des bêtises. Comme je travaille sur la sécurité nationale et l'application de la loi, je suis assez prudent avec mon téléphone. Ils deviennent très étranges si vous ne leur fournissez pas de données. Je vois beaucoup de publicités pour des vêtements féminins, par exemple, parce qu'ils ne savent pas grand-chose sur moi. Moi, je vois sans arrêt des pubs pour des chargeurs de téléphone. J'ai dû en acheter un une fois, et alors depuis, je suis inondé de pubs pour des chargeurs de téléphone. Je dois être un très bon client pour les chargeurs de téléphone. Aujourd'hui, j'ai appris à entraîner mon algorithme pour ne pas recevoir toutes ces choses horribles. Sur Instagram, par exemple, je reçois beaucoup de publicités pour des jouets pour mon chat. Et ça me fait du bien par rapport à mon travail de jour où je suis sur mon profil de milicien et que je reçois des publicités pour des gilets pare-balles et des étuis d'armes. Quand je rentre chez moi, je vois les publicités pour des jouets pour chats. Ça me permet de me changer les idées.